Aujourd'hui, je prends le micro de Clémentine pour un épisode très spécial. Spécial parce que je le partage avec la femme qui m'inspire le plus et qui connaît toutes mes casseroles. Ma sœur. Celle avec qui j'ai grandi, celle avec qui j'ai tout partagé. Ma chambre, les secrets inavouables et les moments où la vie nous a demandé d'être plus fortes que prévu. Et surtout, on s'est construite côte à côte, dans une famille où l'amour faisait parfois un peu de bruit, mais où il n'a jamais manqué. Cette sœur-là, c'est devenue bien plus que la complice de nos bêtises d'enfance. C'est ma meilleure amie, mon socle, mon repère. C'est une femme exceptionnelle, forte, sensible, brillante, courageuse. Elle a traversé un parcours de maternité qui ferait rougir les héroïnes et elle l'a fait avec une dignité qui force l'admiration. Aujourd'hui, je suis fière de la présenter, fière de la célébrer, fière d'être sa sœur. Voici Fanny. Voilà, je vais te demander de te présenter. Wow. Arrête de chialer, hein. Ça commence bien. Ouais. Donc, je m'appelle Fanny Poumerol, j'ai 36 ans, originaire des Landes comme toi. J'habite Bordeaux. J'ai une femme extraordinaire qui s'appelle Marie. J'ai 2 enfants, Pablo et Colline. Et dans la vie, je suis directrice régionale dans les vins et spiritueux. Si tu devais résumer notre relation rapidement, notre relation de sœur, tu dirais un mot, c'est fusionnel. Ouais. Et qui dit fusionnel dit dans les deux sens, donc autant dans l'amour que dans l'excès. Ouais. Ok. Donc là, ça va être dans l'amour, hein. Ok. Donc tu nous as dit que tu vivais avec Marie, avec une femme. Ben parle-nous un petit peu de ton coming out. Comment ça s'est passé? J'ai pas fait forcément de coming out. J'ai rencontré Marie via toi, d'ailleurs, parce que vous avez une amie en commun. Donc, on s'est d'abord rencontrés en 2010. On s'est pas énormément parlé, mais on s'est re-rencontrés en 2012 à l'occasion des férias de Mont-de-Marsan. Ouais. On s'est très, très bien entendus, mais rien de plus ce soir-là. Et un mois après, tu as rendu l'appareil en invitant tout le monde à Dax. Et au moment de se coucher, quand je devais dormir avec Brenda, quelqu'un s'est glissé dans mon lit et j'entends un petit bisou quand même. Et là, j'ouvre mes yeux et je vois Marie. Offensive. Et je lui dis, même pas en rêve, et je me recouche. Et c'est noué une relation d'abord amicale par téléphone, parce qu'on avait pris l'habitude de s'appeler. Mais à un moment donné, je sentais que il y a quelque chose qui me bouleversait un petit peu. Je recevais un texto de sa part, ça me donnait des petits papillons. J'étais contente, j'étais en quête d'avoir de ses nouvelles, etc. Et l'ami commun grâce à laquelle on s'est rencontrés m'appelle et me dit le mois d'octobre arrive, j'aimerais faire une surprise à ta sœur pour son anniversaire. On se retrouve le 14 octobre à Toulouse pour faire la bamboula toutes ensemble. Mm-hmm. Prise de panique, j'appelle Marie, je lui dis écoute, moi je te le dis, je sais pas ce qui se passe. Je me pose beaucoup trop de questions. Je peux pas te revoir pour la première fois depuis l'été à l'occasion de l'anniversaire de ma sœur. Par respect pour elle, je peux pas. Il faut qu'on déblaye un petit peu tout ça. Elle me dit ok. Génial. Arrive la veille. Donc le vendredi 13. Qui reste une date très importante pour nous. J'arrive à Toulouse tard parce que je termine tard le travail et j'arrive chez elle et je me gare sur le parking et je la vois sous le porche d'entrée et là j'éteins la voiture et je me dis putain qu'est-ce que tu fous là? Et donc je sors de ma voiture et je suis très très intimidée et je vais dans le coffre récupérer mes affaires. Et là, j'entends quelqu'un qui me tapote derrière le dos. Enfin, je vois quelqu'un qui me tapote derrière le dos et qui me dit « bonjour quand même ». Elle me retourne et elle m'embrasse. Ouais, elle était pas timide, elle. Hein. Alors, elle était pas timide du tout, mais très bouleversée par ça. J'ai pas embrassé avec la langue ou pas? Non. Petit smack. Ouais, et j'ai pas d'avis sur ce baiser, tu vois. Je suis tellement... si tu veux, ça me chamboule pas ou ça me dégoûte pas ou si tu veux, je suis tellement moi mal à l'aise que je sais pas trop où me positionner, tu vois. Sauf que moi, en fait, je me sentais déjà amoureuse de cette nana. Et donc, on a passé la soirée à discuter face à face et tu vois, c'est très drôle parce qu'elle avait un canapé 2 places, elle était en face à la fenêtre en train de fumer une cigarette et en fait, sur son canapé 2 places, je me suis mise
sur le bord, dans un coin, mais vraiment en essayant de me faire la plus petite possible, tellement je savais pas où me mettre. Ça n'empêche qu'on se couche, on s'embrasse et les baisers me plaisent, etc. Mais il ne se passe rien et il ne se passera rien d'autre pendant à peu près 2 mois. Ok. Parce que pas prête. Mais là, à partir de ce moment-là, en fait, vous entamez clairement, officiellement, en tout cas, une relation. Vous dites que vous êtes en couple. Alors, on se le dit pas ce soir-là. Le lendemain, il y a ton anniversaire, où on va en boîte, où c'est un petit peu rigolo parce que personne n'est au courant, à part Marine. Ouais. Marine, qui était ma meilleure amie. Et la meilleure amie d'école de commerce de Marie. Voilà. Donc, qui était est l'entremetteuse sans le vouloir. Donc, en fait, moi, j'avais appelé Marine le matin en disant, écoute, Marine, sache que j'étais chez Marie hier soir, c'est passé ça. Vous avez fait tout ça dans mon dos. Ouais, mais c'était pour ton bien. Et juste, est-ce que tu peux raconter quand tu me l'as annoncé? Ben oui, je m'en souviens très bien. Je t'ai dit, j'ai quelque chose à te dire, et tu m'as répondu, t'es lesbienne. J'ai répondu, bon, je suis lesbienne, c'est une façon de voir les choses. Mais en fait, je suis avec Marie. Et là, tu me dis, Marie de Marine? J'ai dit oui. Bon, ça va parce que c'est elle. Ouais, c'est vrai, j'ai été surprise sans trop l'être, je sais pas. En fait, j'étais tellement mal de te voir comme ça, là, tu redoutais tellement ma réaction et je me suis dit, mais waouh, tu vis dans un petit cauchemar et je pense que ça a dû te soulager et t'enlever un poids énorme. Mais oui, parce qu'en fait, moi, toute cette période, j'ai mis du temps à rentrer pleinement dans mon histoire parce que tu sais que je suis quelqu'un de très cartésien et j'aime mettre des mots sur des choses. Et en fait, là, je n'arrivais pas. Et en fait, j'étais très torturée intérieurement et je me suis dit, attends, je suis amoureuse de cette nana. Pour autant, mon regard sur les autres nanas n'a pas changé. Ça fait quoi de moi? Ouais, t'étais en perte d'identité, tu savais plus. Exactement, je ne savais pas. Et alors que Marie, j'avais une Marie face à moi, qu'elle était très sûre d'elle, elle savait où elle allait et ouais, elle s'assumait pleinement. Elle était à fond dans notre histoire et moi je l'étais aussi, mais avec beaucoup plus de réserve. Et si bien que moi j'arrivais pas à prévoir des choses avec Marie. Alors on a eu une relation à distance pendant près de 5 ans quand même. Donc on s'organisait, on se voyait au départ un week-end sur 2. Donc j'arrivais pas à prévoir plus loin que le week-end d'après, si tu veux. Mais bon, après, si tu veux, j'ai commencé à être de mieux en mieux avec elle et arrêter de me poser des questions et arrêter de vouloir mettre des mots sur tout. Et je me suis dit, attends, elle te rend juste ultra heureuse, t'es juste super bien avec elle. Enfin, c'est le plus important. Vis ta vie, ouais. Mais j'ai quand même été bousculée dans tout ce process de coming out parce que finalement, toi, tu l'as su très vite. Et après, moi, j'ai eu un boulot à Barcelone. Donc, je suis partie à Barcelone et Marie était à Toulouse. Donc là, on se voyait tous les week-ends. Et un jour, papa m'appelle, je crois c'était un début de semaine, et il me dit ouais, chérie, j'arrive à Barcelone avec des clients copains ce week-end, est-ce que je peux dormir chez toi? Et c'était le week-end où Marie venait à Barcelone. Et j'ai dit oui. Et là, je raccroche et je me dis, waouh, il n'est pas au courant pour Marie, mais à la fois, moi, tellement amoureuse et tellement en manque de Marie que je pouvais pas lui dire non, ne viens pas ce week-end-là et tout. Et donc, je rappelle papa, je dis, écoute, papa, il faut que je te dise, j'ai quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est une femme. Il me dit, et alors? Il me dit, t'es heureuse, ma chérie? Ouais. Je dis, oui, papa. Il me dit, mais c'est tout ce qui compte. Ouais. Et tu sais quoi? S'il y en a qui ça plaît pas, mort au con. Mort au con. Ben, merci papa pour cette belle phrase. Donc il est arrivé ce week-end à Barcelone et il a rencontré Marie. Je pense que ça a été le premier de la famille parce que ça a été assez express. Et du coup, pour des raisons d'équité, et tu sais que ça parle beaucoup quand même et très vite dans notre famille, je suis vite allée dans les Landes l'annoncer à maman. Qui a réagi tout aussi bien. Mais qui a réagi tout aussi bien, mais qui, elle, avait peur que je me torture trop. Ouais. Maman, je me souviens de ça, c'était... parce que je lui ai raconté, j'étais pas sereine. Ouais, mais t'étais en plein doute. C'était... Bon, elle est loin, cette période, parce que maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Écoute, on s'est mis ensemble en 2012, donc ça fait 13 ans. Et à quel moment, en fait, l'envie d'enfant est arrivée dans le couple?
Elle est arrivée très vite. Si tu veux, depuis le début, on s'était dit... parce qu'en fait, moi, je n'avais jamais envisagé de relation homosexuelle. Et alors, aussi par méconnaissance. Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens face à l'homosexualité. Ils se disent « Waouh, ils pourront pas avoir d'enfants ». Je pense qu'il y a des coming out dans des familles, c'est une crainte assez récurrente. Et donc moi, la première, qui n'avait pas du tout côtoyé ce milieu-là ou qui ne m'était pas du tout renseignée, je me suis dit « Waouh, ça va être compliqué pour avoir des enfants ». Donc on en parle de suite très très vite avec Marie. Et on se dit toutes les deux qu'on a envie d'avoir des enfants. Sauf que force est de constater qu'elle à Toulouse, moi à Barcelone, en fait, on se voit à distance, on part en voyage ensemble, mais finalement, en 5 ans, le maximum qu'on ait vécu ensemble, ça a été 10 jours en vacances. Donc, on peut pas sereinement prévoir d'avoir des enfants sans vivre ensemble. Donc, en 2016, on prend la décision de s'installer ensemble. Donc, Marie quitte son travail à Toulouse et vient emménager avec moi à Barcelone. Et comme un cadeau n'arrive jamais seul, attention, et que j'avais une chambre d'amis, j'ai eu la joie d'avoir une autre pensionnaire à la maison pour mes débuts de vie de couple qui n'était autre que toi. Ouais, pour la petite histoire, moi à ce moment-là, je me sépare après 10 ans de relation. Voilà, je devais me marier, j'annule tout, je pète un câble et je décide de changer un petit peu de vie. Et j'étais jamais partie, j'étais beaucoup inspirée par justement ton parcours, ta vie et Barcelone qui m'attirait beaucoup. Et j'étais votre petit cadeau empoisonné, voilà. C'était notre enfant avant l'heure. Mais quelle époque, ça pourrait être le sujet d'un podcast à lui tout seul. Oui. On s'est bien amusé. Oui. Et tout s'est bien passé au final. Oui. Après, je suis repartie, j'ai retrouvé Thomas. Exactement. Et voilà. Exactement. Et donc, vous, pendant ce temps-là, vous restez vivre à Barcelone. Vous êtes resté combien de temps ? Un an à Barcelone. Et parce qu'en fait, moi, je commençais à signifier à Marie que j'avais un petit peu le mal du pays. Parce que finalement... Toi, tu y es resté 5 ans au total ? J'y suis restée 5 ans, mais avant, j'étais en Argentine. Avant, je faisais mes études en Bretagne, etc. Ouais. Donc, je commençais à avoir le mal du pays. Et je lui dis, je sens que j'ai besoin de retourner dans le sud-ouest. Je vais voir avec mon boulot si je peux pas avoir une mutation. Est-ce que ça tirait ? Et en fait, on s'était mis d'accord sur Bordeaux et ça tombait bien parce que tu venais de récupérer un boulot à Bordeaux. Ouais, et tu vois, la vie est bien faite. Exactement. Et en parallèle, on se dit, attends, quand même, bon, on vit ensemble, on s'est débarrassé de Cindy, tout se passe très bien. Ça fait quelques années qu'on est ensemble. En France, on peut pas avoir d'enfants. Est-ce qu'on profiterait pas du fait d'être en Espagne pour essayer d'avoir un premier enfant ? Donc Marie bossait, mais avait un boulot plus alimentaire que le mien. Marie est beaucoup plus vieille que moi, comme tu sais, elle a ton âge. Donc on s'est dit, la raison fait que Marie first. Allez, on va sur Marie. Et donc on se renseigne d'abord sur Internet. Ça s'est fait très simplement, le choix de qui commencerait. En fait, c'était une vraie logique, ouais. si tu veux. Et puis moi, ça m'allait, elle, ça lui allait. C'était l'ordre des choses qui semblait établi, mais qui était assez logique pour nous aussi. Donc, dans cet état d'esprit-là, on se renseigne et on voit 2 cliniques attirent notre attention. Et dont une qui a une aura au niveau national. Donc, on se penche d'abord vers cette clinique et en faisant un rendez-vous, on se rend compte, parce qu'on a toutes les deux à cœur de porter, et on aimerait que nos enfants aient un géniteur commun. Okay. Et en fait, cette clinique nous dit qu'ils utilisent le principe du matching entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Donc, eux, ils pouvaient pas nous assurer d'avoir le même donneur. Donc, on va vers l'autre clinique et qui nous disait « On peut vous assurer le même donneur sous condition parce que la loi espagnole veut qu'un donneur ne peut pas donner naissance à plus de 6 enfants. » Donc, en fait, la condition, c'est entre nos 2 grossesses que ce donneur n'ait pas donné naissance à plus de 6 enfants et qu'il y ait encore du stock de ces spermatozoïdes. Ok. Donc, on va dans cette clinique. On commence par des protocoles d'insémination. Donc,
On prend cette décision fin 2017, et début 2018, les choses sont concrètes à la clinique. Rendez-vous, janvier 2018, rendez-vous pour notre première insémination. Et là, tu nous aurais vu, je pense, on s'est pimpé comme une soirée de gala. On avait rencard avec notre avenir. C'était un truc de dingue. C'est génial. Donc, on se pimpe, etc. Et on arrive à la clinique et on nous met dans une salle d'attente, on prend les cafés. Tu sais, c'est vraiment la salle d'attente, le salon aéroport où tu as tout à disposition. Donc, ça te met bien. Et on va faire l'insémination, 5 minutes chrono, et on repart en scooter jusqu'à la maison. À la maison, elle se met les jambes comme ça, en l'air et terminé. On attend le test de grossesse. 15 jours après, test de grossesse négatif. Et entre-temps, au boulot, on m'apprend qu'il y a une opportunité qui s'ouvre en France. Et donc là, on est au mois de début février et tout se passe très, très vite. Et je passe des entretiens. Il y a un poste qui s'est ouvert à Bordeaux et je suis prise et on me demande d'être là dans 1 mois. T'es la meilleure, Fanny. Donc, on fait nos clics et nos claques. Donc, on a fait vraiment un essai en Espagne, en habitant en Espagne. On fait nos clics et nos claques. On emménage à Bordeaux. Tu nous trouves d'ailleurs notre appartement. Exactement. Là, tu vois, je rendais l'appareil. Exactement. Parce que moi, j'étais déjà sur Bordeaux à la banque. Oui. Et j'ai réussi à vous trouver un appart. Et un superbe appartement. Donc, merci pour ça. Et donc, on arrive à Bordeaux. On s'installe à Bordeaux. On quitte l'Espagne. Non sans mal parce qu'on s'y plaisait très, très bien. Mais voilà, une nouvelle vie s'ouvre à nous, plus proche de la famille, on est très heureuse. Et du coup, on continue quand même ce parcours en France, mais tout en allant en Espagne pour faire les inséminations. Et là, en France, on est un petit peu déchanté parce que le corps médical qu'on rencontrait, très maladroit, voire des fois très violent. Moi, on ne pouvait pas aller à tous les rendez-vous ensemble parce que à cause du travail, etc. Mais Marie, plusieurs fois, elle rentrait d'échographie en pleurs. Elle avait eu des réflexions vraiment ultra maladroites, voire homophobes. Donc, c'était assez compliqué. Et donc, en gros, pour te la faire courte, entre notre premier essai en Espagne et septembre, il y a eu 6 tentatives d'insémination. Une où on était totalement traité en Espagne et 5 où, en gros, tu avais un gros travail logistique à faire où Marie devait passer sur le début de son cycle les examens en France, donc prise de sang, échographie, et devait prendre un avion pour Barcelone pour aller se faire inséminer, rentrer, etc. J'ai pas pu l'accompagner à chaque fois à cause du travail, donc elle a quand même beaucoup fait seule. Donc il y avait toute cette logistique qui était assez pesante. Et ça n'a pas fonctionné. Au bout de 6 échecs, la clinique nous dit que... Donc là, 12 000 € à peu près. À peu près, ouais. À peu près. Non, mais j'aime bien ramener ça parce que vraiment, il y a aussi le financier. À un moment donné, ça pèse. À ce moment-là, ça pesait pas parce on était très réaliste sur ce que ça pouvait coûter. Et en fait... moi j'écoutais beaucoup Bliss déjà à l'époque, donc en fait j'avais beaucoup de témoignages, même de couples hétéros, si tu veux, dans des situations totalement normales, qui prenaient 1 an avant d'avoir leur enfant, et en fait c'est voilà. Mais effectivement, quand tu payes, c'est assez malsain, mais t'es en attente de résultats. Or, tu vois, c'est la génétique et tout ça, tu peux pas être en attente de résultats, c'est tellement aléatoire. Et donc, 6 tentatives qui ont échoué, la période de ces 6 tentatives de la première... De janvier à septembre, à peu près. Ok, donc elle a vraiment enchaîné, quoi. Et donc, du coup, la clinique nous dit, la réserve ovarienne de madame est un peu faible, etc., on vous recommande de passer sur une FIV. Comme ça, en fait, on peut gérer le cycle, l'évolution des ovocytes, etc. Et le transfert par la suite. Et donc, au mois de novembre de la même année, on se décide, au mois d'octobre même, on fait une FIV où il ponctionne à peu près... donc, elle est traitée, elle se fait des piqûres. Ça, c'est plus lourd comme... C'est plus lourd, mais indolore chez Marie. Elle le vit plutôt très bien. Et alors, on a un rituel, c'est que c'est moi qui la pique tous les soirs. D'un point de vue logistique, c'est un petit peu contraignant parce que ce sont des piqûres qui doivent rester au frais. Donc, si tu as un week-end de prévu ou si tu as un déplacement, donc c'est quand même une grosse galère. Mais, vous aviez votre glacière, j'ai des souvenirs de ça. On avait nos pains de glace, la glacière et voilà. Et donc, ils arrivent à avoir 8 ovules matures qui lui ponctionnent.
Et finalement, sur les 8, ils en fécondent 5. Et sauf que cette clinique, et je n'ai pas l'explication, mais décide de faire des transferts à J3. D'autres cliniques font des transferts à J5. Et donc, en gros, on a 2, 3... On a 4 embryons à J3. Ok. Et donc, on en transfère 2. Et il y en a un qui s'accroche. Donc, novembre 2018, Marie tombe enceinte. Et un mois après, sur l'échographie de datation, on voit un décollement placentaire. Ok. Ben, en fait, on devait aller en Aveyron pour les fêtes de Noël. Et en fait, on est tombé d'accord en se disant que la grossesse, elle est tellement précieuse que elle peut effectivement s'arrêter, cette grossesse. Mais en tout cas, on ne veut pas se dire que c'est de notre faute. Ouais, d'avoir pris la voiture, Exactement. la route. Donc, on se dit que on part pas en Aveyron fêter Noël, on reste toutes les deux et ça se passe très bien. Mois de janvier, moi, je suis en réunion à Bordeaux, un séminaire national, et c'était fin janvier. Le vendredi, on avait l'échographie des 3 mois. Et le jeudi, j'ai une collègue à moi qui vient me voir et elle m'annonce, je suis enceinte et tout. Et en fait, moi, même si on n'a pas eu l'échographie des 3 mois, j'ai dit, c'est génial, Marie aussi est enceinte, on a l'écho demain des 3 mois. Et le lendemain, on va faire cet écho. Et moi, je vois à l'écho, de suite, je comprends parce que j'étais une psychopathe. J'ai téléchargé toutes les applis possibles et imaginables. Tu l'es toujours un peu. Donc, je savais à quoi devait ressembler l'embryon à l'échographie. Et là, je vois qu'il est trop petit, tu vois. Et l'échographe qui parle pas et je regarde Marie, je lui dis, il y a un truc qui est pas normal. Et là, tu sais, elle commence à laisser aimer le son. Elle nous dit, je suis désolée, j'ai pas de cœur qui bat, quoi. Et on était là, waouh. Ouais, c'est... Parce que tu vois, autant on avait entendu parler de fausses couches spontanées, qui arrivent à beaucoup de personnes, mais avec des pertes de sang. Autant ça, nous, on s'est dit, on arrive à l'écho. Surtout que, tu vois, on avait eu des messages un petit peu maladroits, mais parce qu'en fait, personne peut anticiper ça. Vous allez voir, ça va être un jour dont vous allez toujours vous souvenir. C'est la première fois que vous allez voir votre bébé qui ressemble à un bébé. On s'est vachement projeté et là, waouh, douche glacée pour nous. Donc là, on nous oriente vers le CHU, on va au CHU, aux urgences. Et donc, entre le centre échographie et le CHU, j'appelle papa, et toi d'ailleurs, parce qu'on était censé le passer le week-end tous ensemble à Molette chez papa. Et j'ai dit, écoute papa, je sais pas si on va venir, voilà, le cœur s'est arrêté, ta. Et toi, tu me dis, bah si, viens, ça vous fera du bien, on sera là pour vous. Et donc avec Marie, on décide de venir. Donc, entre-temps, on passe au CHU, ils donnent des médicaments, ils expliquent, vous prenez la première prise, vous allez saigner, après deuxième prise, enfin, ils nous expliquent tout. Et on arrive avec ça en tête. Et donc, le vendredi soir, Marie prend le premier cachet. On passe une bonne soirée. Après, c'est toujours très agité chez nous, donc les décibels sont un peu hauts. Et tu vois, je vois qu'avec Marie, on n'est pas dedans. Ouais. Et en fait, surtout, moi, j'ai la crainte de la nuit, de est-ce que elle va évacuer, est-ce que comment ça va se passer, est-ce qu'elle va avoir mal, Et donc toute la nuit, on dort très peu de la nuit, tu vois, à la limite, je la suis presque à chaque fois qu'elle va aux toilettes. On dort très peu et il se passe rien. Et là, le matin, j'entends nos frères qui sont en train de se disputer et donc papa qui les engueule, etc. Mais en soi, ça n'a rien de choquant parce que c'est notre vie et c'est des décibels qui sont hauts chez les Poumérols. Mais moi, ça me met dans un état, si tu veux, j'ai tellement pas besoin de ça que je tétanise, je murine dessus. Et là, j'ai dit à Marie, on fait nos affaires, on rentre à Bordeaux. Ouais, je me rappelle en plus. On n'a pas besoin de ça. Et donc, elle n'a pas, avec les cachets, elle a pris les 2 cachets, elle n'a pas réussi, elle n'a pas évacué. Donc, on rappelle le CHU. Qui nous donne rendez-vous pour un curetage, mais 10 jours après. Ouais. Et là, c'est affreux. Ouais. 10 jours après. Et moi, entre-temps, tu vois, on se retrouve avec Marie, on est toutes les deux, et je me dis, waouh, alors là, ça fait 6 inséminations, une FIV, ça marche pas. Mais à la fois, moi, j'ai une conviction, c'est que
ma vie, c'est avec elle, quoi. Ouais. Avec ou sans enfant, Ouais. ma vie, c'est Marie. Ouais. Et donc, je décide de transformer ce moment en un moment de fête. Et je vais chez notre joaillier de famille à Bordeaux. Et je flash sur une bague de fiançailles. Et j'ai dit, je veux celle-là. Si elle n'est pas à la taille, c'est pas grave. J'en ai besoin. Je pars avec. Je vous la règle, je pars avec. Et on reviendra si jamais ça va pas. Mais j'en ai besoin maintenant. Donc, j'ai quand même appelé mes beaux-parents pour leur signifier que j'allais demander Marie en mariage et que voilà. Tu fais ça bien. Non, mais pas être vieille école, mais en fait, tu vois, notre histoire, tu vois, on a évoqué notre famille où ça s'est très, très bien passé. Chez Marie, c'était pas si évident que ça, tu vois, et ça a mis du temps. Et tu vois, aujourd'hui, ce sont des merveilleux beaux-parents pour moi, c'est des merveilleux parents pour Marie, et c'est des merveilleux grands-parents. Mais au début, c'était pas évident. Donc, pour moi, c'était important de les tenir informés. Et donc, arrive le week-end, et le week-end, il pleut. Et je dis à Marie, j'ai envie d'aller au Cap Ferré. Elle m'a dit, ah ouais? Je dis, oui, j'ai envie d'aller au Cap Ferré, mais il pleut. Je dis, non, mais viens, tu sais quoi, on va se faire un plateau d'huîtres, un peu de vin blanc et tout, ça va nous faire du bien. Et donc, on arrive à la pointe du Cap Ferré, on se balade, et au bout, où il n'y a que nous, il y a énormément de vent. En fait, moi, juste l'image que je voulais lui renvoyer, c'est, moi, toutes les tempêtes, c'est avec toi que je veux les traverser, quoi. Putain, je les poils, c'est beau. Et donc, je l'ai demandé en mariage, mais là, elle a dit oui, évidemment. Ouais. Mais en fait, douche froide. Moi, je m'attends à ce qu'elle pleure, à ce qu'elle soit trop émue, etc. Bon, elle adore la bague, super et tout. Mais tu sais, réaction sans plus. Je la vois réservée. Et en fait, 15 jours après, on va en week-end au Maroc que tu nous avais offert à Noël. À Fès. Et on arrive dans le riad et je vois Marie, moi je m'assois sur le lit et je vois Marie qui fait les 400 pas et qui bouge partout. Et au bout d'un moment, elle déplace le tapis qu'il y avait au bord du lit et elle se met à genoux et elle me tend un écrin et elle me dit, t'as peut-être pas tout compris, mais si tu veux comprendre, ouvre d'abord cette première boîte. Et dans cette première boîte, il y avait un ticket. C'était un bon de réservation parce qu'en fait, elle avait signé la veille de l'achat de la bague de fiançailles que j'ai achetée pour elle. Avant toi. Elle a signé la veille la fabrication de ma bague de fiançailles chez le même joaillier. Donc, je vois ça et après, je vois la bague qui est magnifique. Et en fait, elle me dit, c'est pour ça qu'au Cap Ferré, j'ai pas su comment réagir parce que je m'y attendais tellement pas. Et à la fois, moi, 2 jours avant, je venais de réserver la bague. Et là, j'ai appelé le joaillier à la fin du week-end et je lui ai dit, vous pouvez vous speeder sur la fabrication parce qu'on part au Maroc dans 10 jours et il faut que je lui offre. En fait, il faut qu'elle ait conscience de ça, qu'en fait, on se demandait en mariage en même temps. Le joaillier, il a dû se dire, mais c'est quoi cette histoire de malade? Franchement, 2 nanas, un jour, le lendemain, elles veulent se demander en mariage en même temps, quoi. Exactement. C'est fou. C'était assez dingue. Et en fait, ce qui nous a permis à nous de tenir, parce que du coup, après la FIV de Marie, on a décidé qu'elle se repose parce qu'en fait, autant d'échecs, finalement, personnellement, ça peut être dur parce que ça porte financièrement et psychologiquement le poids des échecs alors qu'on est 2. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais incriminé Marie pour ses échecs. Et en fait, Marie, après ses 6 échecs et l'échec de la FIV, on dit, OK, Marie, tu te reposes, on laisse reposer ton corps, ton esprit. Ah ouais, punaise, et je prends la décision, moi, d'essayer de porter notre premier enfant. OK. Et toi, à ce moment-là, tu nous annonces que tu es enceinte d'Alba. Ouais. Alors toi, je sais pas du tout comment tu t'es sentie au moment de nous l'annoncer au regard du contexte dans lequel on évoluait. C'est toujours délicat parce que vous étiez quand même un couple bien instauré. Ça faisait longtemps que vous aviez le désir d'enfant. Vous avez entamé les démarches. Il y a eu plusieurs échecs. Notre rêve de toujours, c'était d'avoir des enfants en même temps. Donc, tu vois, quand elle fait la FIV, que ça prend
bah, limite, moi, il faut que je sois enceinte. Et moi, ça marche de suite. Et après, de toute façon, on est tellement proches que je savais que vous seriez quand même très heureuse pour nous. Donc, il n'y a pas eu... je sais Surtout pas. à cette période-là, on n'était pas encore... je dis pas encore parce qu'on l'a été quand même. On n'était pas encore aigris et très abîmés par ce parcours. Là, en fait, les échecs des inséminations, si tu veux, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. La FIV nous a mis un coup dur qu'on est venu essayer de penser tant bien que mal par ce projet de mariage qui allait nous porter et nous faire penser à autre chose et qui était nécessaire, tu vois, aussi. Donc oui, on a été très heureuse pour toi. Sachant que ça a marché du premier coup, mais avant, il y a eu quand même autre chose. Donc, tu avais eu ton lot aussi. Et alors, non pas que parce que nous, on en chie, les autres doivent en chier, si tu veux. Mais en fait, on pouvait que se réjouir que ça fonctionne et que si ça fonctionne pas chez nous et que ça fonctionne chez les gens qu'on aime, tant mieux, quoi. Et en fait, on veut vivre une nouvelle histoire, donc on décide de changer de clinique. Donc déjà, d'arrêter d'aller à Barcelone. Donc vous mariez en août, c'est ça? Non, mais en fait, d'abord, avant de se marier, on continue notre projet bébé. Ok. Et en fait, on prend contact avec une nouvelle clinique, et cette fois qui est à Bilbao. Donc d'un point de vue logistique, qui est beaucoup plus pratique pour nous. Parce que Bilbao, c'est 3 heures de route depuis Bordeaux. Mais en fait, ça prend du temps parce que... vu qu'on passe à moi, j'ai tous les examens à passer, donc ça prend quelques semaines, voire quelques mois, avant d'avoir un go pour une première insémination. Et donc on fait ce dossier sur la nouvelle clinique, et finalement on se penche vers la clinique qu'on avait initialement choisie à Barcelone, en Espagne. Il y a 3 critères pour choisir un donneur. Si tu es marié, c'est la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux de la femme qui ne portera pas l'enfant. Ok. Si tu n'es pas marié, c'est la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur de cheveux de la femme qui porte un enfant. Juste pour de l'intégration dans la famille, etc. On n'a rien d'autre. On sait juste qu'ils passent les donneurs passent une énorme batterie d'examens avant de pouvoir donner, on les interroge sur les antécédents, etc. Donc nous, ça nous paraît assez sérieux, et à aucun moment on s'est dit on a besoin de voir une photo du donneur, et bien au contraire, on a besoin de connaître sa CSP, son niveau d'études, tout ça on voulait pas, et ce qui était possible, je crois, en plus au Portugal, donc pas très loin, mais on voulait pas. En fait, c'est pour des raisons qui nous sont propres, et voilà. Et donc sur les 3 premiers essais, parce que je commence en juillet, sur les 3 premiers essais, on prend un donneur qui a mes critères. Du coup, vu qu'on n'était pas encore mariés. Okay. Donc 3 essais, 3 échecs, c'est pas grave. Et arrive le mois de septembre 2019 où on se marie, où on a un mariage d'ailleurs extraordinaire, un petit comité entre Bordeaux et le Cap-Ferré, mais rempli d'amour et de joie. Et sauf que je pense qu'il n'y a même pas la moitié des invités qui sont au courant, mais à ce moment même, je suis en train de me traiter parce qu'on a une insémination la semaine d'après. Et finalement... on va faire l'insémination la semaine d'après. Et puis finalement, on s'en rend compte en plein voyage de noces, test de grossesse négatif. C'est pas grave, on continue. Jusqu'à 6 fois, donc tu vois, de juillet... égalité, de juillet à décembre, tu vois, tous les mois, j'ai fait une insémination, et bon, échec sur échec. Et donc, ils me disent, on va passer à la FIV. J'ai dit, ok, on fait une FIV. Et donc, sur la FIV, si tu veux, donc j'ai un traitement hormonal, donc qui était indolore chez Marie et qui, moi, m'a flingué, mais à tous les niveaux, physiques et psychologiques. Mais je me dis, de toute façon, faut passer par là, quoi. Donc, je me pique, et en fait, la ponction ovocytaire, donc en fait, après les piqûres, une fois que tes ovules sont matures, ils t'anesthésient un quart d'heure, et ils viennent ponctionner tes ovules pour après les féconder. Et donc, ils me fixent la date, et en fait, le soir, j'ai pour le boulot une intervention de présentation produit chez une équipe commerciale d'un de mes grossistes à Biarritz. Et donc, en fait, je peux pas l'annuler en dernière minute, sauf qu'en fait, moi, j'ai fait une hyperstimulation. Donc, c'est-à-dire que ma réserve ovarienne est tellement haute que si tu les stimules et que les ovules répondent bien à la stimulation, tous vont grossir. Et donc, un ovaire qui doit faire, je crois, entre 1 et 2 cm de base, en fait, là, chacun faisait 10 cm. C'est énorme. De diamètre.
Et donc, on fait le transfert. Et là, ils me disent, vous faites une hyperstimulation. Donc, on ne pourra pas faire de transfert frais. Donc, transfert frais, c'est 5 jours après ou 3 jours après la fécondation. Donc, et par contre, vous allez vous repiquer pendant 1 semaine et vous allez rester au lit pendant 1 semaine pour faire dégonfler tout ça. Et sauf que je suis quand même allée à ma présentation à la soirée, tu vois. Et au bout d'un moment, les douleurs, mais tellement extrêmes, que je suis allée voir mon boss qui était là et je lui ai tout dit. Et j'ai dit, il faut que je rentre. Ouais. Il me dit, bien sûr. Et la semaine d'après, on avait notre séminaire d'entreprise et tout. Et je lui dis, écoute, je serai pas là. Je dois me piquer 1 semaine de plus pour faire dégonfler tout ça. Il me dit, il n'y a pas de souci. Fanny, prends le temps que tu veux. Et pendant cette semaine-là, où du coup, moi, j'étais en arrêt et que tout le monde était en séminaire, donc j'étais pas du tout sollicitée, avec Marie, tu vois, on était toutes les deux et on attendait des nouvelles de la clinique. Parce que de la clinique, elle te dit, ils m'ont ponctionné 26 ovules. Ils en ont fécondé 19. Sur les 19, il y en a 16 qui ont donné des embryons. Donc ça, ils nous donnent la première nouvelle et avec Marie, super. On est waouh, on sait pourquoi on l'a fait. Beau résultat, voilà. Bravo. On souffre, mais on sait pourquoi on le fait. Et en fait, là, on se dit avec 16, et si ça tient, waouh, tu vois, on n'a plus de pression financière derrière parce que on a suffisamment de tentatives de transfert pour y arriver, quoi. Ouais. À J3, ils nous rappellent. Les 16 ont tenu jusqu'à J3. Et en fait, le changement avec la première clinique, c'est que eux congelaient à J5. Parce qu'en fait, ça donne des embryons qui ont plus de... S'ils tiennent entre J3 et J5, ce sont des embryons qui ont le plus de chances de se développer à terme. Donc, ils nous appellent à J3, on est contente. Et J5, plus rien. 0. De 16 à 0. Voilà. Et là... Anéanti, quoi. Ah ben là, c'est... Mais au 36e dessous. C'est incompréhensible. Et entre-temps, on avait réussi quand même à trouver un professeur en fertilité à Bordeaux. Et je lui ai dit, il me parle d'infertilité inexpliquée. Il me dit, Madame Poumerol. Donc, il avait plus de 70 piges. Madame Poumerol, la fertilité, ça se mesure par 2 choses. L'âge, vous avez 31 ans. Vous êtes à la fleur de l'âge. Le deuxième facteur, c'est l'AMH, la réserve ovarienne. Vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc non, ce n'est pas une infertilité inexpliquée. Par contre, qu'est-ce qui peut pousser à un échec comme ça? C'est la qualité des ovules. Qu'est-ce qui peut altérer la qualité des ovules? Un traitement non maîtrisé. Vous avez été trop traité. Donc, ne dites pas que c'est de votre faute, ne réfléchissez pas, ce n'est pas de votre fataliste. Faute. Et déjà, avec ce discours, tu devais être quand même rassurée. Et sachant que ce professeur, dès le début, la première fois qu'on l'avait vu avec Marie, il nous a dit, je ne sais pas le temps que ça prendra, et vous aurez vos enfants. Ouais. Je ne sais pas vous dire quand, mais vous aurez vos enfants. Donc en fait, lui, il a été capital dans notre parcours. Donc écoute, et là, parce que je prends, je pense déjà un poids. Sur ce mois-là, je prends une 15aine de kilos et je rentre dans une dépression de dingue. Et là, moi, toute personne avec un enfant, sauf Alba, parce que finalement, Alba était née quelques mois avant. Et Alba, pour nous, ça a été salvateur. Ouais, c'était un peu comme votre fille, franchement. Mais en fait, tu sais quoi? Je sais pas si vous le faisiez parce que vous étiez très pris ou parce que vous sentiez qu'on en avait besoin. Mais vous nous avez fait confiance avec Alba, vous nous l'avez beaucoup confié. On a noué une relation avec elle assez exceptionnelle, tu vois. C'est magique. Nous, on avait vraiment besoin d'être accompagnés. C'était une période où, en fait, ça convenait à tout le monde, quoi. Ouais. C'était... Et nous, tu vois, dans ce chaos, en fait, c'était elle qui nous tenait, quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est fou. Ouais. Et donc, après donc, cet échec... Vous décidez de rebasculer sur Marie. Exactement, mais Covid. Ouais. Covid, parce que, tu vois, ça se passe en janvier-février 2020. On appelle la clinique, on dit on bascule Marie, sauf que Marie, son dossier médical, c'était l'autre clinique. Ouais, donc tout a recommencé. Et puis, les examens dataient de trop longtemps. Donc, on demande à Marie de refaire tous les examens.
Et donc, entre février, où on dit c'est Marie qui prend le relais, et le 16 mars, où on est confiné, on a à peine eu le temps de faire les examens. Ok. Et donc, on a le Covid et on a cette parenthèse pour nous qui nous fait du bien. Mais on a, tu vois, toujours, c'est une obsession et ça reste malsain. Ouais. Parce qu'on se dit... Ça devient malsain, en fait. Mais bien sûr, parce qu'on se dit, c'est cool, on est enfermés, on profite toutes les deux, mais on perd du temps. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là on perd du temps. Chaque jour, chaque semaine passée sans notre futur enfant, c'est une perte de temps. Ouais. On se déconfine, mais sur les cliniques, c'est assez compliqué. Donc, en gros, si tu veux, je crois, en juillet 2020, on reprend contact avec la clinique et on remet tout en place pour Marie. Pour Marie. Ok. Donc, elle fait quoi? Et donc, on la traite, on fait une tentative de FIV, on la traite et le 7 août 2020 a lieu son transfert. Et elle est enceinte. Et ça tient? Et ça tient, et tout se passe bien. Et Pablo arrive en mai 2021. Comment ça se passe cette période pour toi en tant que coparent? On se met dans cette grossesse normalement, et Marie super grossesse, de dingue. Ouais, il y a aucune alerte. Et on nous annonce un gros bébé. Le terme est le 7 mai 2021. Et voilà. Et puis finalement, on fait des rendez-vous à J3, J4, J5. Il n'arrive pas, donc on déclenche. Et donc on arrive à la clinique à 8h du matin. On lui fait la perf, on lui met l'ocytocine, etc. Enfin, je sais plus exactement. Mais en fait, si tu veux, on se rend compte que entre 8h et 18h, elle dilate de 4 ou 6 ou un truc. Enfin, le truc qui travaillait pas. Et en fait, on voyait à chaque fois que le gynéco de garde venait ausculter Marie, on voyait qu'à chaque contraction, le bébé descendait et remontait. Et en fait, ça dilatait pas plus, etc. Il vient nous voir, il dit, il me dit, mais vous êtes là depuis ce matin? Ouais, ok. Bon, moi, je fais mes mesures, je vois, je reviens dans 1 heure. Et donc, il revient 1 heure après, et on voit que ça n'a absolument pas changé. Dilaté à 6, et le petit qui monte et qui redescend, etc. Donc là, on prépare tout, et on va pour la césarienne. Et donc, je suis au niveau de la tête de Marie, et ils sortent Pablo. Et j'ai un coup de foudre. Cindy, la tête de Marie. Ouais, c'est vrai en plus. Et tu vois, en tant que coparent, tu vois, qui ne porte pas l'enfant, qui n'a pas de prise sur la génétique, je m'inquiétais énormément de comment se fait le lien, tu vois, si je le reconnais pas, si on se reconnaît pas, tu vois. Ouais. Et je le vois, et la même tête, et je lui dis, la première chose que je dis, et Marie a été un petit peu dans les vapes, et je lui dis, chérie, il a la même tête que toi. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et tu vois, je pars après avec le pédiatre, etc., pour faire tous les tests, l'Apgar. On me le met en peau à peau. Et en fait, le gynéco me dit, je vous ramène votre femme dans 15 minutes, tu vois, le temps de recoudre, etc. Et donc, il fait tous ses tests comme un grand champion. Il est grand, il avait une grosse tête, 40, je sais plus combien, un périmètre crânien où en fait les sages-femmes, elles hallucinaient. Et donc, elle me dit, on comprend l'effet yo-yo dans le ventre et qu'il n'arrivait pas à se faire le chemin, quoi. Et donc, je l'ai en peau à peau. Et je vis ce moment. Et malheureusement, en fait, ce moment est écourté parce qu'en fait, on me dit, je vous ramène votre femme dans 1 quart d'heure. 1 quart d'heure après, il n'y a pas de Marie. 20 minutes après, il n'y a pas de Marie. Ah ouais, d'accord. 1 demi-heure après, il n'y a pas de Marie. Et moi, j'ai un bébé qui a envie de manger et qui est contre moi et qui se met à pleurer. Et là, je vois une sage-femme arriver moi, j'étais dans la salle de réveil, du coup, avec Pablo, en attendant Marie. Arriver dans la salle de réveil, ne pas me parler, toute paniquée, et qui prend des moniteurs et qui l'amène. Et en fait, je vois qu'il l'amène au bloc, tu vois, le moniteur. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai une auxiliaire de puériculture qui arrive et qui me tend un biberon et qui me dit, donnez-lui à manger. Et je dis, mais non. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai dit, le petit, allez l'habiller, s'il vous plaît. Enfin, prenez-le, allez l'habiller.
Et après, donc la sage-femme qui était venue en panique, qui se rend compte qu'elle m'a pas parlé, elle revient, elle me dit, il y a eu un petit souci quand on a retiré le placenta, on s'en occupe, ça va aller. Et donc je laisse Pablo et après je récupère Pablo. Tu vois, Pablo, il naît à 22h45 et Marie, elle revient en chambre après minuit, tu vois. Minuit et demi. C'est Donc hyper long. c'est très Et long. puis c'est des moments que tu as envie de partager, tu vois. Et puis c'est surtout que moi, j'ai pas envie de lui voler ce premier moment où elle doit donner la tétée à Pablo, tu vois. Et là, je suis avec Pablo, et ça y est, il est en pyjama, je suis en câlin, et je vois arriver un brancard. Je vois qu'il y a Marie dessus. Elle était blanche. Je croyais qu'elle était morte. Horrible. Elle passe devant nous, elle ouvre à peine les yeux. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc le gynéco vient me voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le curetage de 2019, son utérus a été trop gratté. En fait, ça apparaît nulle part sur son dossier médical. En plus, son curetage n'apparaissait pas dans le dossier médical et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on l'a toujours évoqué, tu vois, cette première grossesse. Donc, ce qui fait que quand il a voulu retirer le placenta, ça a créé une adhérence. Et en fait, quand il a retiré le placenta, ça a fait une hémorragie. Ok. Et en fait, il n'était pas du tout prêt à ça. Donc, elle a perdu beaucoup de sang. Donc, elle a perdu beaucoup de sang. C'est pour ça qu'elle a été très blanche. Elle n'a pas perdu suffisamment pour qu'elle soit perfusée, mais en fait, suffisamment pour ne pas être avec nous quand ils l'ont ramenée, tu vois. Ok. Et petit à petit, tu vois, elle reprenait. Donc, j'ai pris Pablo. Et même si elle était un petit peu amorphe, je l'ai mis contre elle. Et j'ai laissé Pablo aussi chercher son sein. Et puis, tu vois, au contact de Pablo, elle a recommencé à ouvrir les yeux. Et, là... Et voilà, donc tu vois, je te le dis, notre première photo à 3, elle est 3 heures après la naissance de Pablo. Donc, c'était assez compliqué. Et puis après, elle a vite récupéré. Ouais, elle a allaité. Elle a allaité, ça s'est super bien passé. Dans la clinique, il y avait une mamie qui était à la retraite, une sage-femme à la retraite, etc., qui venait de temps en temps aider les anciens collègues. Elle était très portée sur l'allaitement, donc elle a beaucoup aidé Marie sur ça. Donc ça s'est trop bien passé. Ouais, et puis après, votre nouvelle vie à 3... génial, parce que moi je pouvais dormir vu qu'elle allaitait. Donc ça, j'étais en forme, mais en fait, le couple a bien vécu. Tu sais, quand femmes, franchement, ça, je vous dis, moi ça me faisait rêver. T'imagines, ça faisait 4 ans qu'on s'était mis en tête d'avoir un enfant. Oui, mais Fanny, tu sais, il y a toujours tu sais, ça abîme les couples. Souvent, les nourrissons, tu dors mal, et tu te découvres aussi en tant que parent. Oui, mais en fait, nous, dans notre relation, il n'y a jamais eu de non-dit. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'on s'est toujours dit les choses avec les formes, etc. Et on a toujours été capable de les entendre. Et là, en tant que parent, en fait, nous, on était juste à notre place. Là, on cherchait pas à ce que la place numéro 1 soit celle de notre couple. Hein. Là, c'était notre place de mère qui primait et qui était avant tout. On était là pour Pablo. Et en fait, tout s'est trop bien goupillé parce que, tu vois, elle allaitait. Donc moi, j'avais pas ce rôle de parent qui nourrit. Mais par contre, Pablo avait pas mal de coliques. Ce qui faisait qu'elle allaitait. Et après, lui, il avait un fort besoin de peau à peau, tu sais, d'être recroquevillé. Donc, en gros, il faisait beaucoup de ses siestes sur moi. Ouais. Donc, en gros, ça a été hyper fluide. Ça a été. Donc, Pablo, je remets le contexte, il est né en mai 2021. Il y a la loi bioéthique en France qui est passée en août 2021. C'est un truc hallucinant, ça. Quand Marie est tombée enceinte, on a appelé un avocat spécialisé dans le droit de la famille, etc. Et qui nous a dit, les filles, moi, je vous conseille pas de monter un dossier d'adoption parce qu'un dossier d'adoption, ça va prendre 1 an. D'accord ? Il y a une promesse de campagne d'Emmanuel Macron à l'époque, on arrivait à la fin de son premier mandat, qui est la loi bioéthique, et en fait qui va passer aux alentours de la naissance de Pablo. Il dit, après, tout dépend l'importance que vous attachez, une reconnaissance ou une adoption. C'est la reconnaissance. Oui, mais bien sûr, une reconnaissance de logique. La filiation telle. Voilà. Et donc, ok. Donc, du coup, Pablo naît.
moi, je vais le déclarer en tiers déclarant. Donc, je n'apparais sur aucun de ces papiers. En août, la loi passe. En septembre, on a rendez-vous chez le notaire pour faire une déclaration conjointe a posteriori de la naissance. En octobre, on va en mairie et on a la reconnaissance. J'ai la reconnaissance de Pablo. On a notre livret de famille à 3. C'est terminé. Donc là, on est toutes les deux mères de Pablo, indiscutables, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs sur Pablo. Et du coup, très vite, l'envie du deuxième. Ben moi, Pablo, ça a été un gros bliss. J'étais sur mon petit nuage et je crois Pablo avait 3 mois que j'ai dit à Marie, il faut qu'on y reparte maintenant. En tout cas, il faut que moi, je m'y mette maintenant. Sinon, j'aurais plus jamais le courage de passer par par quoi je suis déjà passée, quoi. Ouais. Et ouais, tu savais que tu retournais un peu à la guerre. Ah là. ouais. C'est complètement. Traumatisé par ouais. Par le traitement. Par le traitement, et ce que ça a enchaîné derrière, etc. Et là, ça t'a redonné le courage, la force de... Ouais, Pablo, il m'a tellement nourri, et tu vois, on était tellement bien. Donc ça, on s'est dit, on laisse passer l'été, et septembre, on se remet en contact avec la clinique, et on dit, écoutez, je viens refaire une FIV, etc. J'ai dit, par contre, j'aimerais être moins traitée et je veux que mon gynéco en France puisse valider les doses du traitement. Donc, on a mis un peu plus de temps, mais en gros, pour la faire courte, je fais un traitement au mois de novembre, donc moins fort, mais j'ai toujours une très grosse réserve ovarienne, donc même si je suis pas très très fort, mes ovaires répondent énormément. On me ponctionne 16 ovocytes, je crois, mais je refais une hyperstimulation. Donc, on me dit, on ne peut pas faire de transfert frais, il faut congeler, et on laisse reposer vos ovaires et on voit le mois prochain. Donc, mon hyperstimulation me fait mal, mais beaucoup moins que la première fois, donc j'ai pas de traitement, je me repose juste un petit peu. Et au mois de décembre, je vais faire le transfert. Et le matin du 24 décembre, on est en Aveyron et je dis à Marie, j'ai pris un test précoce. J'ai dit, parce qu'en fait, tes parents, ils me connaissent, je bois quand même un petit peu de vin. Si je bois pas ce soir, ça va être directement grillé. Et le test, c'est un test où c'est numérique et c'est 3 petites barres. Et les 2 premières barres, elles clignotent. Et elles se mettent en noir après, mais elles prennent beaucoup de temps. Donc, ok, la première, la deuxième, et la troisième, elle clignote à peine, et là, enceinte. Oh là là, génial. Et trop génial. Ouais. Trop génial. Tu vois, nous, on s'était jamais caché trop de nos essais, etc. Parce que on partait du principe que c'était important aussi que nos proches puissent comprendre ou certaines réactions ou certains comportements, etc. Donc, on l'a de suite dit. Et en fait, on sait que de le dire, ça ne va pas empêcher ou pas les fausses couches. Toujours est-il qu'à ce moment-là, c'est une superbe nouvelle. Et on prend. Et on prend, exactement. Là, vous êtes sur l'autoroute du kiff. Ah ben là... Pablo. Ouais. Deuxième grossesse, premier essai, ça passe. La grossesse se passe super bien. Juste le dernier mois, le mois d'août, où je fais un petit peu de... diabète. Voilà, de diabète gestationnel. Donc, je m'auto-piquais, je m'auto-régulais, etc. On suspecte Colline d'être un peu grosse. Du coup, on avait prévu un déclenchement. Le terme était le 11 septembre. Du coup, ça m'arrangeait un petit peu qu'elle naisse pas le 11 septembre. Et on prévoyait un déclenchement 15 jours avant. Et pareil, là, c'était très, très long. C'était très très long, si bien que je crois que de 8h à 23h, j'étais dilatée à 2, malgré le déclenchement, etc. Et sauf que tu avais les fausses contractions à cause du déclenchement qui me faisaient très mal. Donc à 23h, ils viennent, je demande pour dormir un petit peu de morphine. La morphine se finit et je demande à la sage-femme de venir et je lui dis, par contre, ça fait plus effet là, la morphine. Elle dit, si, la poche s'est terminée, mais ça fait effet pendant quelques heures. Et je dis, franchement, ça fait plus effet. Elle dit, écoutez, allez prendre une douche et tout. Je prends une douche. Un mal de chien. Et là,
Je reviens au lit, je rappelle la sage-femme, je dis franchement ça va pas. Je dis je veux bien être douillette mais ça va pas. Et là elle m'ausculte, sauf que j'étais passée à 7. Ok, ouais, là Tu as ça y d'un est, coup. le travail. Elle me dit oui bon effectivement. Donc on est passé en salle d'accouchement, ils m'ont posé la péridurale et tu vois, je suis arrivée à dilatation complète vers 5h du matin et on m'a dit bon dans 2 heures max on pousse et alors là, moi, là, tu me connais, l'angoisse du truc. Je me dis, c'est sûr, je vais mourir en plein accouchement. Je vois toujours le pire. Donc, la pauvre Marie, qui, elle, dormait. Par contre, moi, je m'écoutais des séances de sophrologie à côté. Je regardais tout le temps le monito. Enfin, j'étais une psychopathe. Enfin, ça allait pas, tu vois. Et à un moment donné, il y a un truc qui sonne. J'ai dit à Marie qui dormait, la pauvre, j'ai dit, tu peux appeler la sage-femme. Elle va pour appeler, tu sais, sur le bip. Et en fait, elle s'est trompée de télécommande et elle me remet une dose de péri. Ah mince. Ah et là, je l'engueule. En lui disant, tu veux vraiment que je sente rien? J'ai dit, je veux qu'elle me serve, je viens de m'en remettre, c'est dangereux ce que tu fais. Et la pauvre, elle était dans le brouillard. Elle dormait, elle comprenait rien. Et 7h10, la sage-femme revient. Allez, on va pousser. Et donc moi, angoissée que je suis, je me suis dit, ok, tu fais ça rapidos, parce que tu vois, je me suis dit, le temps du passage et tout, on n'a plus le monito qui marche, on voit pas le cœur, enfin on n'entend pas le cœur et tout. Donc j'y vais, je pousse très fort, trop fort. 7h14, elle est là et je me rends vite compte que qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, on se fait une bis repetita. Il me laisse lui faire un bisou et en fait on voit qu'elle a du mal à respirer, donc elle est partie en néonate. J'ai dit à Marie, va avec elle, donc je vois pas la petite et là il y a une gynéco qui vient me voir et qui vient faire l'expulsion du placenta, qui vient me parler, qui me demande de toucher, tu vois, qu'on soit 2 femmes et que tu vois elle nous avait observés toutes les deux et elle dit vous pouvez me raconter un peu votre histoire et donc, tu as dû raconter, donc ça m'aidait à penser à autre chose, etc. Après, je suis retournée en chambre et j'ai eu de suite beaucoup de culpabilité, quoi. Je me suis dit, tu vois, est-ce que avec mes peurs, mes névroses et tout, c'est moi qui l'ai envoyé en néonate? Tu vois, ça a été très dur, quoi. Ça a été très dur et donc Colline, elle est restée combien de temps en néonate? 5 jours. 5 jours, elle était... D'abord, elle a été sous assistance respiratoire. Donc, c'est pour ça que très peu de personnes ont vu des photos de Colline sur ses 2 premiers jours de vie. Moi, j'avais énormément de mal avec ça. Malgré tout, on a pu être avec elle en néonate et la prendre de temps en temps, mais il fallait pas déconnecter, etc. Donc, on a fait des poids avec elle. Moi, j'avais décidé de pas allaiter. Parce que je voulais pas que Pablo se sente exclu. À un moment donné, Pablo, il avait que 14 mois. Ouais. Donc, il comprenait à peine qu'il allait être grand frère. Et donc, je voulais pas qu'il se sente exclu de cette relation que j'avais avec Colline. Et donc, j'avais décidé de pas allaiter. Donc, on lui donnait ses petits biberons, etc. Mais on dormait pas avec elle. Donc, les infirmières venaient toquer toutes les 2-3 heures pour nous réveiller, qu'on aille avec elle pour les soins, pour les trucs. Et en fait, au-delà de l'assistance respiratoire, à la prise de sang, ils ont sa CRP, c'est en fait ce qui révèle les infections, était très haute. Donc en gros, ils ont de suite décidé, donc ça peut être dramatique, il y a des infections dramatiques chez les bébés, comme ça peut être inexpliqué. Et en fait, ils ont pris le parti de suite de la traiter par antibio pendant 5 jours, donc sur le spectre le plus large des différentes infections. Et donc, du coup, ils ont fait des prises de sang pour faire une hémoculture et essayer de voir quelle était cette infection. Et les jours passaient, l'hémoculture ne donnait rien. Donc, c'est une infection finalement inexpliquée. Et en fait, en même temps, donc en fait, au bout de 5 jours, on la récupère avec nous dans la chambre. Donc c'était dur parce que tu sais, elle avait les mains et les pieds tout bandés à cause des différentes piqûres parce que les antibiotiques c'était 3 fois par jour et c'était et toutes les prises de sang, donc c'était un peu dur, mais c'était un bébé, tu vois, si apaisé. Mais par contre,
contrairement à Pablo, et c'est là où en fait je le comprends toujours pas. C'est un bébé que j'ai porté, mais c'est pas un bébé que j'ai de suite aimé ou reconnu. J'ai fait une dissociation. Je n'arrivais pas à comprendre qui était ce bébé par rapport à ce que j'avais dans le ventre. C'est fou, cette histoire. Ou Et peut-être parce que tu ou culpabilisais par peut-être. rapport à Pablo et le fait de... Non, ça, je pense pas. Je pense que je culpabilisais beaucoup du fait qu'en fait, ses premiers jours de vie, elle les ait passés en néonate et j'avais peur que ce soit de ma faute, si tu veux. Mais je sais pas, c'était très étrange. Autant Pablo, je l'ai de suite reconnu. Autant Colline, non. Et ça m'a pris du temps, tu vois. Eh ben non. Ben, en fait, non. Mais alors, du coup, moi, je peux te parler de la différence entre le fait de porter ou pas son enfant. Eh ouais. Ben, je te le dis, l'amour est exactement le même. Marie, qui n'a pas porté Colline, mais qui a porté un enfant avant d'être coparent. Ouais. Ben, Colline, c'est son ombre. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est tout le temps derrière Marie, quoi. Mais tu vois, il y a... Et c'est ton sosie aussi. Vous oui, avez chacun... ça, on a beaucoup de chance. On a Ouais. eu beaucoup de chance. On n'a pas pu avoir le même donneur parce qu'il y avait plus d'échantillons disponibles. Donc ça, c'est un gros regret. Donc, ils sont frères et sœurs? Ils sont frères et sœurs, mais aucun gène commun. Mais ils sont frères et sœurs à 300%. Ils ont 14 mois d'écart, donc ils sont tout le temps collés ensemble. Avec des personnalités différentes. Avec des personnalités différentes, mais trop bien. Mais tu vois, pour en revenir à l'amour est exactement le même. Par contre, la grosse différence se joue sur le premier mois de vie. La grosse différence, moi, que j'ai vécu avec Colline et que j'avais pas vécu avec Pablo, alors peut-être parce qu'il avait pas de cheveux, mais Colline, il avait son odeur de naissance dans ses cheveux. Ouais. Et tu sais, il avait fait ce truc animal où tu sniffais. Tout le temps, ouais. Tout le temps. Et je demandais à Marie, au bain, non, on lui lave pas les cheveux. Ouais. Tu vois, je veux cette odeur, elle me rassurait, elle me mettait dans un cocon et c'est la seule différence que je peux faire entre mes enfants. Ok. Tu vois. Donc ça y est, vous êtes partis pour une nouvelle vie à 4. Donc congé maternité, tu reprends le boulot assez vite? J'accouche en fin août, je reprends début janvier. 2 jours après, j'ai un entretien avec mon responsable de reprise. Et j'ai un switch total et je lui dis j'ai besoin de changer de boulot. Ok. Mais à la fois très fidèle à l'entreprise dans laquelle je suis, parce que dès que je levais la main, on m'a accompagnée. Il me dit ok, donc cette année on va travailler pour que tu puisses évoluer. Et en fait, j'ai un appel du pied de mon boss qui me renvoie à une annonce qu'on a postée en interne que je n'avais absolument pas considérée, qui était de prendre la direction régionale du centre. J'ai été prise, donc ça voulait dire m'occuper de la région centre tout en habitant à Bordeaux. Donc énormément en déplacement. Et en ayant un petit bébé. Et en ayant Colline qui faisait en janvier sa rentrée à la crèche. Et quand j'ai pris 3 mois plus tard la mission, elle avait 7 mois. Et donc j'ai été beaucoup absente. Et ça a été très très dur, je pense, pour elle et pour moi, parce que je passais la semaine dans la région centre. J'allais jusqu'à Dijon, Orléans, etc. Et quand je venais la chercher à la crèche, le peu de fois où j'y allais, en fait, elle se mettait à pleurer, elle voulait pas de mes bras. Oh, c'est terrible. Elle voulait pas de moi. Donc ça, je l'ai très très mal vécu. La mission, en plus, devait durer 5-6 mois et finalement, elle a duré 11 mois. Donc c'était long et même moi, là, ça commençait à plus me correspondre. Et après, un changement structurel au sein de l'entreprise m'a permis un nouveau jeu de chaises musicales et qui m'a permis de prendre le poste de directrice régionale Sud-Ouest. Ce qui fait que j'étais beaucoup plus souvent à Bordeaux et où les choses se sont arrangées avec Colline, même si aujourd'hui elle garde une relation très fusionnelle, beaucoup plus avec Marie qu'avec moi. Mais en tout cas, l'équilibre est beaucoup mieux trouvé aujourd'hui que je suis un peu plus à Bordeaux. Mais tu vois, c'est drôle parce que Pablo, lui, essaie de compenser. Il voit des fois que les réactions de Colline me font un petit peu mal au cœur parce que encore il y a pas longtemps, elle était un petit peu dans le rejet. Et du coup, Pablo a été énormément attentif et attentionné envers moi. Tu vois, pour compenser. Ouais. Tu vois, l'intelligence émotionnelle des enfants, quoi. Ouais, c'est fou. Il est fort, ce Pablo. Il est génial. Mais alors, par contre, oui, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais ça a été
la reconnaissance de Colline. Ah oui. Parce que ça a été une nouvelle galère. Colline est conçue après la loi bioéthique. Alors, je ne sais pas pourquoi, et ça me surprend de ma part. Ben oui, ça t'est passé. Parce qu'en fait, on a foncé tête baissée dans cette deuxième grossesse en pensant, à tort, que le fait qu'on ait déjà un livret de famille avec nos 3 noms faisait de nous de facto une famille. Tu vois ? Donc nous, on est allé tranquille. On est allé à la clinique, on est allé accoucher, on a fait... tu vois, t'as 5 jours pour reconnaître ton enfant. Vu qu'elle était en néonate, Marie est restée jusqu'au dernier moment avant d'aller la reconnaître. Et elle arrive à la mairie pour reconnaître sa fille. Et là, on lui dit qu'elle doit la reconnaître en tant que tiers déclarant. Et elle présente notre livret de famille à 3. Ouais. Et là, elle m'appelle et elle me fait part de ça. Je dis, quoi ? Elle dit, la loi dit qu'on aurait dû faire une reconnaissance conjointe anticipée. Moi, ça, c'est bien de le dire parce que vous faites pas avoir, quoi. Enfin, pour ceux qui... Oui, et c'est surtout avant de commencer le process. Donc moi, alors, les hormones un petit peu en ébullition et un petit peu énervée par la situation, je dis, est-ce que n'importe quel homme vient demander l'accord à son notaire avant de mettre papa dans maman ? Je suis pas certaine, donc je trouve ça d'une injustice la plus totale. C'est hallucinant. Et on a dû, du coup, le seul moyen, ça a été le recours à l'adoption plénière. La vice-procureure de la République, avec qui on a été en contact, a aussi dit qu'il y avait quand même un flou dans la loi, parce que c'est quand même dingue. Parce que moi, j'ai dit, mais en fait, à partir de quand vous considérez que c'est avant le process ? Je dis parce que dans ce cas-là, moi, mes premières inséminations datent de 2019. Donc, c'était avant la loi. Elle dit non, mais là, c'est la FIV qui a donné naissance à Colline. Ouais. Il y a un flou. Ouais, il y a un flou assez... et pour le coup, c'est assez mal fait parce qu'on est déjà une famille et en fait, c'est pas comme si il y avait un parent différent, tu vois. Et donc, ce qui est dingue, en fait, c'est que tu as dû faire un dossier d'adoption avec des photos justifiées, tout ça, quoi. Enfin... tu vois, quand moi, Pablo est né en mai et je l'ai reconnu en octobre, Colline est née en août et l'adoption a été prononcée fin avril. Donc, en fait, ça veut dire que s'il m'arrive quoi que ce soit... pendant cette période. Pendant cette période, Marie n'est absolument rien. Et d'ailleurs, je me souviens quand t'es venue à un moment donné déjeuner à la maison, il y avait maman qui venait rencontrer Colline, etc. J'étais passée aux urgences parce que j'ai eu un truc en postpartum j'étais passée 2 fois aux urgences et j'ai vraiment cru qu'il m'arrivait quelque chose de grave. Et je vous avais regardé à toutes les deux et je vous avais dit, s'il m'arrive quoi que ce soit, la maman de Colline, c'est Marie. En fait, ça coule de source aujourd'hui. Mais en fait, si tu perds une des personnes que t'aimes le plus au monde, je pense qu'on n'est pas prêt à ce à quoi les gens sont capables. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, je voulais protéger Marie, mais j'avais aucun moyen de la protéger, tu vois. Donc écoute, ça a été beaucoup de bureaucratie. Donc voilà, la différence sur les actes de naissance de nos enfants, c'est que Colline a été reconnue par ses 2 mamans et que Pablo a été reconnu par ses 2 mamans, pardon, et Colline a été adoptée par Marie. Ok, j'aimerais juste savoir en tout cas, toi, ce que le parcours vous a appris sur votre couple, sur votre parentalité, et si tu avais un message à faire passer aux gens qui nous écoutent. Et alors, ce parcours, moi, m'a appris que je suis avec la bonne personne. C'est super, ça. Ouais. M'a appris que je suis avec un rock, une personne exceptionnelle et que sans elle, la vie ne serait pas pareille. Et ça, j'espère qu'elle en a conscience. Et je le confirme parce que moi, je suis un peu... je sais pas comment me définir. Je suis tout le temps fourrée avec elle. Et donc, comme si on était un trouble, là. On en rigole. Moi, c'est aussi ma meilleure amie, Marie. C'est ma sœur. Et donc, quel cadeau vous nous faites, en tout cas. Ce parcours, il était long, il était coûteux, il était éprouvant, il était cruel.
Mais avec une jolie happy end. Ouais. Donc voilà, et tu as fait partie intégrante de toute cette histoire, et que je sais que souvent tu as été impuissante, et tu t'es sentie impuissante, et tu as senti l'injustice. Mais tu t'es toujours montrée là, quoi. Par des biais détournés, par allez vous aérer. En fait, c'est clé, quoi. Donc voilà, nous voilà aujourd'hui maman de 5 enfants, toi et moi. Ouais, on a un vrai crew, un vrai gang. Qui ont quasiment tous le même âge. Ouais, donc c'était notre finalement, rêve. La boucle, elle est bouclée. Hein. Ouais, c'est génial. Merci Cindy. Merci Fanny.